C'est une soldate. Elle est têtue. Elle survit toujours. Nous sommes occupés à organiser la fête de fiançailles de sa sœur. Alors, s'il vous plaît, n'appelez pas maintenant pour gâcher l'humeur de ma famille. Telle fut la réponse de ma mère biologique au commandant médical, au moment exact où je m'effondrais avec une blessure critique sur le front. J'avais vidé mon argent gagné au prix du sang pour soutenir cette famille. Mais pendant que je gisais entre la vie et la mort aux urgences, ma mère et ma sœur ont posté sur les réseaux sociaux une photo où elles levaient des verres de vin cher, avec une légende cruelle, enfin, une journée paisible sans le drame de guerre de la grande sœur. Elles célébraient sur le domaine même que j'avais racheté avec mon argent du sang. En regardant la photo, j'ai lentement esquissé un sourire froid, puis j'ai composé un numéro, quelque chose qui transformerait sûrement leur journée sans drame en un cauchemar. Avant de continuer, prenez un moment pour liker et vous abonner à la chaîne, mais seulement si vous voulez vraiment connaître la fin de cette histoire, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. La sergente-chef Sarah Jenkins a attrapé la sangle d'extraction de mon gilet porte-plaque. Elle m'a traîné en arrière dans la tente médicale, mes bottes raclant le gravier et laissant une épaisse traînée sombre derrière moi. Le plafond en toile a violemment tremblé. De la poussière et de la terre sont tombés sur mon visage alors qu'un autre obus de mortier frappait le périmètre, à quelques centaines de mètres seulement. Le sol a vibré le long de ma colonne vertébrale. Des tubes fluorescents aveuglants ont violemment agressé mes rétines. Quick. Rac. Sarah a serré les dents, utilisant de lourdes cisailles de traumatologie noire pour couper à travers le kevlar et le tissu kaki imbibé de sang en dessous. L'odeur a immédiatement atteint le fond de ma gorge. Je suis médecin de combat. Je connais cette odeur mieux que celle de ma propre maison d'enfance. Cuivre chaud, fer rouillé et viande carbonisée. L'odeur distinctive de la frontière entre la vie et la mort. Un éclat de mortier déchiqueté avait traversé mon flanc, se logeant profondément dans mon côté droit. Je n'ai pas crié. Crier gaspille de l'oxygène et fait monter le rythme cardiaque, expulsant plus de sang du trou. Mes mains se sont agrippées aux barres de fer froides du lit médical. Mes jointures sont devenues d'un blanc d'os contre le métal. J'ai simplement serré la mâchoire. J'ai grincé des dents jusqu'à ce que mes oreilles bourdonnent, fixant le toit en toile vibrant. La douleur n'était pas seulement une sensation physique. C'était un poids lourd et écrasant posé directement sur ma poitrine, essayant de forcer l'erreur de mes poumons. Sarah travaillait vite. Elle a posé un garrot sur ma jambe, là où un deuxième éclat d'obus avait mordu, serrant la sangle jusqu'à ce que le nylon s'enfonce profondément dans mon muscle. Puis elle a enfoncé une aiguille intraveineuse de calibre 18 dans la veine de mon avant-bras. « Reste avec moi, Lex. »« Ne ferme pas les yeux », a-t-elle ordonné. Sa voix était tendue, ses mains glissantes de mon sang. Elle a attrapé le lourd téléphone satellite noir à sa ceinture tactique. Elle a composé le numéro d'urgence du plus proche parent de mon dossier de déploiement. Elle a appuyé sur le bouton du haut-parleur et l'a posé sur le plateau chirurgical en métal à côté de ma tête. Le bruit chaotique de la tente de traumatologie, les médecins qui criaient, le bruit frénétique des bottes sur la terre, le bruit sourd et lointain de l'artillerie, tout s'est en quelque sorte estompé. Il ne restait dans mes oreilles que la sonnerie creuse. Dring, dring, résonnant depuis ce petit haut-parleur en plastique, puis une voix. Elena, ma mère. Allô? Vous avez une idée de l'heure qu'il est? Forte, agacée, dérangée. Sarah n'a pas manqué un battement. Madame, ici la sergente-chef Jenkins de l'armée américaine. Je vous appelle au sujet de votre fille, Alexis. Elle a subi des blessures critiques suite à une explosion de mortier. Nous la préparons pour une évacuation médicale d'urgence. Attendez, quoi, l'a coupé Elena. Pas avec la panique, pas avec la terreur d'une mère, mais avec une irritation pure et sans filtre. Vous vous moquez de moi? Aujourd'hui? Alexis fait toujours ça. Sarah s'est figée. La gaze ensanglantée dans sa main flottait au-dessus de mon flanc ouvert. Madame, votre fille se vide de son sang. Nous essayons de la maintenir stable. C'est une soldate. Elle est têtue. Elle survit toujours, a sèchement répondu Elena à travers la statique du téléphone satellite. Je pouvais clairement entendre le tintement net de la verrerie en arrière-plan. Des glaçons heurtant du cristal. Nous sommes occupés à organiser la fête de fiançailles de sa sœur, alors s'il vous plaît, n'appelez pas maintenant pour gâcher l'humeur de ma famille. Clic, la ligne est devenue morte. Une tonalité plate et lourde a rempli l'espace entre nous.
Sarah est restée complètement immobile. Elle a regardé le téléphone satellite, puis m'a regardé. Ses yeux étaient grands ouverts, noyés dans une quantité de pitié écœurante et lourde. Putain de merde, Lex, a murmuré Sarah, une malédiction dure s'échappant de ses dents. Je l'ai regardé en retour. Je détestais cette pitié. Je n'en voulais pas. Mon corps physique perdait rapidement du sang, glissant vers un choc hypovolémique. Mais mon âme venait de s'éteindre. Le froid a balayé ma poitrine, gelant tout attachement pathétique qu'il me restait pour la femme qui m'avait mis au monde. Mon cerveau de médecin a pris le relais. Triage. Quand vous avez une situation de perte massive, vous évaluez les corps. Vous triez les sauvables des non sauvables. Vous identifiez les tissus morts. La famille Guzman n'était plus seulement un environnement toxique. C'était un membre nécrosé. La gangrène. Et si vous ne débridez pas agressivement la gangrène, si vous ne l'amputez pas rapidement, elle infecte le sang et tue tout le corps. Il était temps de les couper. 30 minutes plus tard, la poussière aveuglante s'est soulevée. Le rugissement assourdissant d'un hélicoptère d'évacuation médicale Black Hawk a déchiré l'air glacial de la nuit. Ils m'ont chargé dans le ventre de l'oiseau. La lourde vibration des deux rotors a fait claquer mes dents. J'étais étroitement enveloppé dans une couverture de survie argentée en mylar, pour préserver ma température corporelle. Un tube à oxygène était enfoncé dans mon nez, brûlant mes sinus secs à chaque respiration. Le médecin de vol à bord vérifiait constamment mes signes vitaux, son visage projeté dans de lourdes ombres par les faibles lumières tactiques rouges de la cabine. Au fond de ma poche cargo, contre ma jambe valide, mon téléphone personnel a vibré. Juste une vibration faible et pathétique. J'ai tendu la main. Mon bras semblait fait de ciment humide. Mes doigts étaient épais et engourdis, maculés de sang séché, mais j'ai réussi à sortir le téléphone. J'ai plissé les yeux à travers la vitre fissurée de l'écran, la dure lumière rouge s'y reflétant. Une notification de mail d'Hector, mon père. Je l'ai ouverte. Pas d'objet. J'ai entendu que tu t'es blessé. Tiens bon. C'était tout. 8 mots. Pas d'appel téléphonique frénétique. Pas de messages vocaux désespérés pour savoir si je respirais encore. Pas de demande pour savoir dans quel hôpital militaire en Allemagne il m'emmenait. Juste un email stérile et lâche d'un pleutre qui était resté les mains dans les poches pendant que sa femme jetait sa fille ensanglantée à la poubelle. J'ai fixé le texte lumineux jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté le téléphone contre la cloison métallique de l'hélicoptère. La colère des civils est bruyante, désordonnée et inutile. La colère d'un soldat est silencieuse. Elle est précise. J'ai simplement appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran est devenu noir. L'obscurité physique de cette vitre fissurée s'est parfaitement fondue avec l'intérieur noir de l'hélicoptère, avalant la toute dernière once de faiblesse qu'il me restait pour ces gens. 2 jours après l'opération, Centre médical militaire Walter Reed, service de transition en Allemagne. L'odeur d'eau de javel industrielle et d'alcool à friction m'a frappé au fond de la gorge. C'est une odeur chimique et stérile, le genre qui dit immédiatement à votre cerveau que vous n'êtes pas à la maison. Vous n'êtes qu'un équipement gouvernemental cassé en attente de réparation. Je suis resté allongé sur le dos, toujours silencieuse. Une douzaine de tubes 4 en plastique transparent sortaient de sous ma fine blouse d'hôpital, épinglée à ma peau meurtrie par du ruban chirurgical épais. Un moniteur cardiaque bipait dans le coin de la pièce. Lent, régulier, indifférent. J'ai pris une respiration superficielle. Une douleur aiguë et déchirante a traversé mon abdomen. Une incision chirurgicale de 15 cm, fermée par des agrafes. Ça faisait un mal de chien. Chaque fois que ma poitrine se soulevait, j'avais l'impression que quelqu'un me passait une lame dentelée sur les côtes. Mais cette douleur était une bonne chose. Cela signifiait que je respirais encore. C'était la preuve physique et indéniable que mon cœur pompait toujours du sang, contrairement à la mort clinique que ma mère m'avait déjà assignée dans son esprit. Pour elle, je n'étais pas une victime. J'étais un inconvénient, un appel interrompu. J'ai tourné la tête sur l'oreiller rigide. Mon téléphone personnel était posé sur la table en plastique bon marché à côté du lit. L'écran était toujours fissuré en toile d'araignée par l'explosion de mortier. J'ai traîné mon bras droit sur le drap d'hôpital rêche. Mes muscles semblaient être faits de ciment humide, lourd et inutile. Mais j'ai réussi à saisir le téléphone.
Je l'ai déverrouillé. La lumière bleue crue de l'écran a traversé la pièce sombre, piquant mes yeux secs. J'ai regardé mes notifications. Je n'avais aucun appel manqué. Pas de SMS désespéré de ma famille pour savoir si j'avais survécu à l'opération. Pas de messages vocaux paniqués. Rien. Au lieu de cela, j'ai ouvert une application de réseau social. Tout en haut de mon fil d'actualité se trouvait une nouvelle publication de ma sœur cadette, Chloé. L'image s'est gravée directement dans mes rétines. 2 grandes flûtes en cristal de champagne cher. Des perles de condensation froide coulaient le long du verre, captant la lumière. Elles reposaient sur une balustrade en bois de chêne de première qualité. Derrière ces verres se trouvait la surface calme et vitreuse du lac Léman. Le ciel était peint d'une lueur dorée parfaite. On aurait dit une couverture de magazine, le rêve d'une influenceuse haut de gamme. Puis j'ai lu la légende. Une journée paisible, enfin. 0 drame de guerre et aucune ambiance de SSPT de la grande sœur. J'ai arrêté de respirer. Le moniteur cardiaque à côté de mon lit s'est emballé, passant à un rythme nerveux. Ambiance de SSPT, drame de guerre. Elle a pris le sang que j'ai versé. Elle a pris les nuits que j'ai passées à soigner des gamins de 19 ans déchiquetés dans la poussière. Elle a pris les cauchemars qui me tenaient éveillé à fixer le plafond jusqu'à l'aube, et elle a réduit chaque once de tout cela à une esthétique bon marché, une contrariété, une mauvaise ambiance qui gâchait son humeur de fête. J'ai fait défiler l'écran de verre fissuré, raclant les callosités de mon pouce. La section des commentaires s'est chargée. Tout en haut se trouvait la photo de profil d'une femme avec un sourire rouge cerise éclatant. Elena, ma mère. Son commentaire était là, épinglé pour que le monde entier le voie. Notre famille mérite cette journée. J'ai fixé ces 5 mots. J'ai décomposé la chronologie dans ma tête comme un officier du renseignement suivant les mouvements des troupes ennemies sur une carte. Pendant que je me vidais de mon sang sur un lit en toile sale, pendant qu'un chirurgien militaire avait les coudes au fond de ma cavité abdominale pour retirer des éclats d'acier déchiquetés, elles faisaient leurs valises. Elles sont montées au domaine. Elles ont déchargé les traiteurs. Elles ont fait sauter les bouchons de bouteilles de vin à 100 €. Elles ont levé leurs verres à mon absence. Le fait que je sois allongée, inconsciente, ouverte en deux à l'autre bout du monde, était exactement la paix qu'elles recherchaient activement. J'étais le déchet qu'elles avaient enfin sorti. J'étais un secret encombrant et embarrassant dont elles ne se souvenaient que lorsqu'elles avaient besoin de quelqu'un pour payer une facture ou soulever des meubles lourds. Et où était mon père, Hector? L'homme qui m'avait envoyé un email lâche de 8 mots. Il se tenait probablement juste hors du cadre, tenant la bouteille, gardant la bouche fermée, comme il le faisait toujours. Ma main s'est refermée sur les bords du téléphone. J'ai serré. Le boîtier en plastique a gémi sous la pression. Les articulations de mes doigts ont palpité, se bloquant avec une douleur sourde et lourde. Je voulais le fracasser. Je voulais le jeter contre le mur en parpaing et regarder le verre se briser en 1000 morceaux. Je voulais arracher les perfusions de mon bras et crier jusqu'à ce que ma gorge saigne. Mais je ne l'ai pas fait. La colère civile est bruyante. Elle casse des choses. Elle pique des crises, fait des scènes et crie pour attirer l'attention. La colère militaire est entièrement différente. Elle est silencieuse. Elle est calculée. Elle est exacte. J'ai pris une respiration lente et angoissante, laissant la douleur vive et mordante de mes points de suture me ramener à la réalité. J'ai approché l'écran fissuré de mon visage. J'ai posé 2 doigts calleux sur le verre. J'ai pincé. J'ai zoomé. J'ai fait glisser l'image au-delà des flûtes de champagne en cristal. Je l'ai fait glisser au-delà du coucher de soleil doré et des eaux calmes du lac. Je me fichais de leur boisson. Je me fichais de l'esthétique d'influenceuse à moitié cuite de Chloé. J'ai arrêté de balayer lorsque l'écran était entièrement rempli par le bois de la rambarde de la terrasse. Du bois de chêne traité sous pression de première qualité. Lourd, cher, sur mesure. J'ai fixé le grain complexe de ce bois, mes yeux rivés sur l'endroit exact où le verre reposait. Elle se tenait sur mon territoire, buvant sur ma terrasse, célébrant ma quasi-mort sur ma propriété. Je me suis souvenu exactement de qui avait payé pour chaque planche de ce bois. Il y a 6 ans. Base opérationnelle avancée. 3 heures. Le vent du désert déchirait les barrières de béton, projetant du sable coupant et glacial contre le toit en tôle ondulée de la tente des communications. Le sable se collait au fond de ma gorge, avec un goût de craie et de vieux fer.
J'étais à la fin d'une rotation de 36 heures, épuisé. Mon uniforme était raide de sueur séchée et de poussière. Puis la statique crépitante de la ligne satellite a traversé l'obscurité. C'était Elena. Elle n'appelait pas pour savoir si j'étais en sécurité. Elle ne le faisait jamais. Elle appelait parce que son monde artificiel parfait se fissurait. Hector avait esquivé le fisc pendant des années, se cachant derrière de fausses sociétés, une mauvaise comptabilité et une lâcheté pure. Mais le gouvernement fédéral n'oublie pas, et la facture était finalement arrivée. La banque lançait une procédure de saisie sur le domaine des Guzman au bord du lac. À travers la lourde statique, sa voix était une perceuse stridente et frénétique dans mon tympan. Ils vont nous jeter à la rue, Alexis. Le shérif est venu avec des papiers. Ton père est complètement anéanti. Tu as cette solde de combat sur ton compte. Tu dois la virer tout de suite. Ne laisse pas ton père perdre sa dignité. Sauve la maison familiale. La dignité. J'ai baissé les yeux sur le bout usé et poussiéreux de mes bottes de combat. La dignité d'Hector valait apparemment plus que ma vie. Je suis resté éveillé le reste de la nuit, assise devant un lourd terminal informatique militaire crypté. L'écran projetait une lueur verte, pâle et maladive sur mon visage. 50 000 €. C'était le chiffre exact qui clignotait sur mon écran. Chaque centime de mes économies. L'argent du sang. De l'argent gagné en marchant en tête en territoire hostile. De l'argent gagné en m'agenouillant dans la poussière, en posant des garrots sur des membres manquants et en respirant l'odeur écœurante et sucrée du diesel brûlé et du cuivre. J'étais prête à appuyer sur retransférer. J'étais conditionné à encaisser le coup. J'étais prête à vider mes veines pour eux. Mais un officier du JAG, un capitaine texan au cou épais qui avait vu trop de jeunes soldats se faire saigner à blanc par leurs parents avides, est intervenu. Il a regardé les papiers de saisie qu'Hector avait faxés. Il les a fait glisser sur la table pliante en métal, tapotant le papier avec un doigt épais. Non, a dit le capitaine, sa voix complètement plate. Votre père est un énorme passif. Si vous virez cet argent pour régler son hypothèque, le fisc ou ses autres créanciers mettront simplement une hypothèque sur la propriété demain. Ils vous saigneront à blanc, sergent. On ne nourrit pas un chien errant qui mord. Je l'ai regardé, mes yeux brûlant d'une fatigue extrême. Alors, quel est le plan, monsieur? Vous voulez sauver la maison, vous prenez la maison. Propriété absolue. Nous rédigeons un acte de renonciation. Il vous cède la propriété, légalement et entièrement. Vous payez la banque directement. L'actif devient le vôtre. Il devient une forteresse, intouchable par ses dettes. J'ai rappelé à la maison. J'ai exposé les conditions, froides et factuelles. Hector n'a même pas eu le courage de prendre le téléphone. Il est resté en arrière-plan, en silence. Elena a pris l'appel. Elle a masqué sa profonde humiliation avec une épaisse couche de manipulation. Son ton était sec, dédaigneux, essayant de minimiser la réalité de ce qui se passait. Bien, Alexis. Peu importe. Qui se soucie de savoir quel nom est sur un stupide bout de papier? C'est toujours notre maison familiale. Tu es une soldate de toute façon. Tu bouges constamment. Tu n'es même jamais là pour l'utiliser. Envoie juste l'argent pour que nous puissions revenir à la normale. Je l'ai cru. J'ai cru que je remplissais mon devoir envers la lignée. Les papiers ont été faits. Le lourd tampon rouge du notaire a frappé les documents avec un bruit sourd et creux. L'acte de renonciation a été officiellement déposé auprès du greffier du comté dans le Wisconsin. À partir de ce jour exact, le domaine était le mien. Pendant si longues années, je ne le leur ai jamais jeté au visage. Je n'ai jamais agi comme le propriétaire. Chaque novembre, la lourde facture de l'impôt foncier arrivait par la poste. Je la payais. Chaque printemps, l'assurance habitation premium était due. Je la payais. L'argent était automatiquement déduit de mon compte chèque pendant que je dormais sur des lits de camp en toile affaissée, tremblant dans le froid, et que je mangeais dans des sacs en plastique. Ils vivaient dans la maison. Ils organisaient leur somptueux dîner. Ils peignaient les murs, achetaient des meubles chers et agissaient comme le roi et la reine du lac Léman. Et je saignais pour garder leurs lumières allumées. La douleur vive et mordante dans mon abdomen m'a ramené de force au présent. Je n'étais plus en Allemagne. J'avais été rapatrié aux États-Unis, libéré pour récupérer dans mon propre appartement civil spartiate.
La climatisation bourdonnait d'un drone bas et régulier en arrière-plan. C'était silencieux, le genre de silence isolant qui résonne dans vos oreilles après un déploiement. Mon pouce flottait au-dessus de la vitre fissurée de mon téléphone. J'ai de nouveau regardé la publication Instagram de Chloé. Les 2 flûtes de champagne en cristal, perlant sous la lueur dorée du coucher de soleil. La rambarde de terrasse en chêne traitée sous pression. Le commentaire d'Elena qui me fixait. Notre famille mérite cette journée. Elles y croyaient vraiment. Elles sont montées au lac. Elles ont franchi les lourdes portes d'entrée. Elles ont débouché le vin. Elles se sont tenues sur cette terrasse, respirant l'air frais, entièrement intoxiquées par l'illusion de leur propre succès. Elles pensaient s'être enfin débarrassées de leur lourd et embarrassant fardeau. Elles pensaient que le drame de guerre était solidement enfermé, saignant quelque part où elles n'avaient pas à le regarder. Elles se sentaient en sécurité. Elles se sentaient intouchables. J'ai laissé échapper une respiration lente et rauque. Un sourire froid et dur s'est dessiné sur mon visage, tirant les coins de ma bouche. Le tissu cicatriciel sur mon flanc s'est tendu. La colère civile vous fait crier. La colère militaire vous fait exécuter. Elle riait sur cette terrasse, complètement aveugle à la réalité froide et dure du droit de la propriété américain. Pour elle, c'était le domaine de la famille Guzman. Pour le comté, l'État et le gouvernement fédéral, il n'y avait qu'un seul nom sur ce titre de propriété, le mien. Elle pensait se tenir sur un terrain solide. Elle n'avait aucune idée qu'elle dansait sur un champ de mine, et que mon doigt reposait juste sur le détonateur. Je me tenais devant le miroir rayé de la salle de bain de mon appartement civil. Le ventilateur d'extraction produisait un rythme sourd et grinçant au-dessus de ma tête. L'ampoule fluorescente bon marché clignotait, projetant une lumière jaunâtre et maladive sur le sol en linoléum taché. J'ai saisi le bord du lourd ruban médical fixé sur mon flanc droit. Je l'ai arraché d'un coup sec et agressif. La peau en dessous était violemment meurtrie, une immense toile de violet profond, de jaune hideux et de noir nécrotique. L'odeur métallique et agressive de la bétadine a immédiatement rempli la petite pièce, dominant l'odeur rance du savon bon marché de l'appartement. Mes doigts calleux ont tracé les lourdes sutures noires qui maintenaient mon abdomen fermé. La blessure était irritée. Elle était rouge et enflée sur les bords, suintant un mélange fin et aqueux de sang et de plasma. Les chirurgiens militaires de Walter Reed m'avaient dit que j'avais besoin d'un minimum de 4 semaines de repos absolu au lit. Je n'étais même pas censé soulever un gallon de lait, encore moins monter un escalier. Mon corps fonctionnait par pure mémoire musculaire, grâce à de fortes doses d'analgésiques militaires et à un entêtement brut. J'ai attrapé un carré de gaz stérile sur le comptoir, le pressant fort contre l'incision qui suintait. Un choc électrique aigu a traversé ma colonne vertébrale. J'ai serré les dents jusqu'à ce que ma mâchoire craque. Je n'ai pas bronché. J'ai gardé le dos parfaitement droit. La posture est une habitude que l'on ne peut pas désapprendre. Même quand on est brisé en deux au bord d'un meuble de salle de bain en faux bois. Mon téléphone s'est mis à vibrer. C'était un cliquetis rauque et continu contre la surface en plastique bon marché. La lumière bleue et froide de l'écran a frappé mon visage pâle dans la pièce sombre, se reflétant dans le miroir. Je l'ai ramassé. Mes jointures étaient encore enflées et raides. J'ai déverrouillé l'écran. C'était la conversation de groupe de la famille Guzman. Des dizaines de notifications empilées les unes sur les autres. J'étais de retour aux États-Unis depuis exactement 48 heures. L'officier d'assistance aux blessés de l'armée avait officiellement notifié à mes plus proches parents que j'avais survécu au vol de transport et que j'étais rentré pour récupérer. Ils savaient que j'étais à la maison. Ils savaient que j'avais été opéré. J'ai fait défiler lentement les messages. Il n'y avait pas une seule question demandant si j'avais mal. Personne ne demandait si je pouvais traverser mon appartement. Personne ne demandait si j'avais besoin de courses. Hector, mon père, avait envoyé un simple pouce levé en réponse à une photo d'un arrangement floral. Chloé, ma sœur, se plaignait en longs paragraphes du coût élevé du linge de table importé. Puis une invitation numérique a clignoté sur l'écran. Elle présentait une police dorée cursive superposée à une photo professionnelle du bord du lac Léman. La célébration des fiançailles de Chloé. Juste en dessous de l'invitation, Elena a laissé une directive dure et inflexible à l'ensemble du groupe. Alexis est de retour aux États-Unis pour récupérer. Samedi matin. Elle peut monter au domaine en avance pour installer les chaises pliantes en bois et les grandes tentes de réception. Elle est bâtie comme un bœuf.
Elle se chargera de ce travail lourd en un rien de temps pour que nous puissions nous préparer. J'ai fixé les mots qui brillaient sur l'écran, bâti comme un bœuf. Elle voulait que je transporte de l'équipement de traiteur lourd en métal et des chaises en bois massif sur un corps qui venait d'être déchiré par des éclats de mortier. Elle ne me voyait pas comme une vétéran de combat blessé. Elle me voyait comme une main-d'œuvre gratuite et jetable, une bête de somme qu'elle pouvait commander pour subventionner son week-end somptueux. Avant même que je puisse verrouiller l'écran, une nouvelle notification est apparue en haut de l'écran. Un message privé d'Elena. Je l'ai ouvert. Écoute-moi bien, disait le message. Quand tu arriveras samedi, tu devras porter ton uniforme de cérémonie de l'armée, manches longues, boutonné jusqu'au cou. Je t'interdis absolument de montrer tes pansements sanglants ou tes cicatrices fraîches à nos invités. Chloé a des gens riches qui viennent. La clientèle du country club. Ils seront horrifiés si tu te promènes avec l'air d'une victime. Ça ruinera complètement l'ambiance élégante de la fête. Garde la tête baissée. Fais le travail, et ne plombe pas l'ambiance avec ton drame de guerre. J'ai lu le message 2 fois. J'ai senti les carreaux froids et durs du sol à travers mes pieds nus. Je n'ai pas répondu par un paragraphe furieux. Je ne l'ai pas appelé pour hurler dans le combiné. Je n'ai pas versé une seule larme. Pleurer, c'est pour les civils. Pleurer, c'est pour les gens qui ont encore l'espoir que l'autre personne puisse posséder une âme humaine. Je n'avais plus aucun espoir pour ces parasites. Ils voulaient que je sois leur servante non rémunérée. Ils voulaient que j'enferme mon corps déchiré et saignant dans un uniforme de laine lourd et suffocant, juste pour ne pas offenser les sensibilités délicates de leurs amis riches. Ils voulaient utiliser le domaine même que j'avais acheté avec l'argent de mon propre sang pour mettre en scène une fausse pièce de théâtre mondaine. Et ils m'avaient choisi pour le rôle de la domestique invisible. Le coin de ma bouche s'est relevé. C'était un sourire lent et mort. Le genre de sourire qu'un prédateur a lorsque la proie entre volontairement dans un piège d'acier. Le silence dans ma salle de bain était un silence tactique absolu. On n'avertit jamais l'ennemi avant de demander une frappe aérienne. Je suis sorti du fil de discussion. Je n'ai pas quitté la conversation de groupe familial. Je l'ai simplement mise en sourdine. Laissez-les continuer à parler. Laissez-les continuer à planifier leur parfait après-midi élégant sur ma terrasse. Laissez-les choisir le champagne cher et les belles serviettes. J'ai ouvert ma liste de contacts. J'ai dépassé Elena. J'ai dépassé Hector. J'ai dépassé Chloé. J'ai fait glisser mon pouce calleux le long de l'alphabet jusqu'à la lettre Monsieur Marcus Thorne. Marcus était un agent immobilier de luxe haut de gamme opérant exclusivement dans la région du lac Léman. Il portait des costumes sur mesure, conduisait une Mercedes noire et possédait une réputation d'être totalement impitoyable en négociation. Il se fichait des drames familiaux. Il se fichait des sentiments blessés, des ambiances esthétiques ou des fêtes de fiançailles. Marcus ne se souciait que des titres de propriété clairs, des offres en espèces agressives et des virements bancaires massifs. C'était un requin. C'était exactement l'arme dont j'avais besoin. J'ai tapé son nom. J'ai porté le téléphone à mon oreille. J'ai écouté la sonnerie régulière à l'autre bout, fixant mon flanc saignant dans le miroir. Le temps de l'endurance silencieuse était officiellement révolu. Le téléphone a sonné 2 fois. Marcus Thorne a décroché à la 2e sonnerie. Pas de bavardage, pas de fausse amabilité. Guzman, sa voix de baryton profonde a résonné dans le haut-parleur. Lisse, professionnel et dégoulinant d'argent. Ça fait un bail. Marcus était un requin en costume sur mesure. Il s'occupait de propriétés de luxe autour du lac Léman, s'adressant à la vieille fortunée à la richesse discrète. Il ne se souciait pas des publications Instagram esthétiques ou du statut social factice. Il se souciait des titres de propriété clairs, des relevés bancaires vérifiés et des virements bancaires massifs. Marcus, j'ai besoin d'un état des lieux du marché au lac. L'argent liquide circule vite, a-t-il dit. J'ai entendu le bruit sourd et solide d'une portière de voiture haut de gamme se fermant en arrière-plan. Drôle que tu appelles. J'ai un couple de retraités, les Henderson. Des gens bien. Des patriotes. Ils cherchent un domaine clé en main au bord du lac pour s'installer. J'ai sorti les registres du comté ce matin juste pour vérifier. Tu es toujours répertorié comme la seule et unique propriétaire de cette propriété sur l'eau. Tu cherches à vendre? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai tenu le téléphone fermement contre mon oreille.
Le ventilateur d'extraction bon marché de la salle de bain continuait de grincer au-dessus de ma tête, faisant vibrer le couvercle en plastique. L'odeur de bétadine industrielle qui émanait de mes points de suture frais se mélangeait à l'air vicié de l'appartement exigu. « Donne-moi 10 minutes, dis-je. » J'ai mis fin à l'appel. Je suis resté là, dans la dure lumière jaune, mes pieds nus à plat sur le sol en linoléum froid. Je suis une soldate de combat, mais sous l'uniforme, j'étais toujours une fille. Une minuscule fraction pathétique de ma poitrine voulait encore croire que la femme qui m'avait mise au monde possédait une conscience humaine de base. Je voulais croire que si je la forçais à regarder la réalité en face, elle se souviendrait du sacrifice. Elle s'excuserait. Elle agirait comme une mère. C'était une erreur tactique d'espérer. Mais je devais faire un dernier test. J'ai ouvert le fil de discussion avec Elena. Mes pouces raides et enflés flottaient au-dessus de la vitre fissurée de l'écran. Avant la fête de fiançailles ce week-end. Toi et moi devons nous asseoir. Juste nous deux. Nous devons avoir une conversation claire et honnête sur la propriété légale du domaine. J'ai besoin que tu te souviennes exactement de ce qui s'est passé il y a 6 ans et de ce que j'ai payé pour garder un toit sur votre tête. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai posé le téléphone face vers le haut sur le bord du meuble en faux bois. J'ai regardé l'écran s'éteindre. J'ai compté les secondes. J'ai utilisé un exercice de respiration militaire pour maintenir mon rythme cardiaque bas. Inspirer sur 4, tenir sur 4, expirer sur 4. Les agrafes chirurgicales dans mon abdomen brûlaient d'une douleur vive et aiguë à chaque respiration que je prenais. Exactement 30 secondes se sont écoulées. L'écran s'est allumé. 3 carillons rapides ont percé l'isolement silencieux de la salle de bain. Elle n'a même pas fait de pause pour réfléchir. Elle n'a pas réfléchi. Elle a juste tiré à vue, avec une rage aveugle et arrogante. J'ai pris le téléphone et j'ai regardé les bulles de texte lumineuses. Tu es sérieuse, Alexis? Arrête de te comporter en victime et d'apporter ton énergie de mort pesante dans cette maison. Chloé essaie d'avoir une journée heureuse. Et tu veux sortir des papiers stupides pour gâcher l'ambiance. Tu ramènes toujours tout à toi. Laisse tomber le drame et viens juste en avance pour installer les tentes comme je te l'ai demandé. Énergie de mort, papier stupide, drame. J'ai relu les mots une deuxième fois. Mes yeux ont scanné les lettres majuscules dures. J'ai laissé échapper une longue et lente respiration. Avec cette seule expiration, j'ai expulsé chaque dernière once de culpabilité liée au sang et d'obligation familiale de ma cage thoracique. C'était parti. Le pont n'était pas seulement brûlé. Il était piégé avec des explosifs puissants et réduits en poussière. Il voulait organiser une fête de luxe sur une propriété qu'il ne possédait pas. Il voulait cacher mon corps saignant pour protéger leur faux statut social. Il voulait les avantages de mon sacrifice tout en méprisant la soldate qu'il avait fait. J'ai contourné le fil de discussion et j'ai ouvert mes appels récents. J'ai tapé le nom de Marcus Thorne. Il a décroché à la toute première sonnerie. Guzman. Ma voix était complètement plate. L'émotion avait été enlevée, ne laissant que le ton froid et exact d'un sous-officier donnant une coordonnée de frappe. Je vends, ai-je ordonné. Je veux une offre en espèces. Pas de financement bancaire, pas de conditions suspensives, pas d'inspection de la maison. Dites aux Henderson que la maison est à eux. Je veux que la compte soit virée directement sur un compte séquestre d'ici demain matin. Marcus n'a pas manqué un battement. Le requin a senti le sang dans l'eau. Fait. Ils ont les liquidités prêtes à partir. À quelle vitesse veux-tu bouger? 30 jours, dis-je, fixant le mur de la salle de bain. Clôturer l'affaire dans exactement 30 jours. Je rédige le contrat d'achat tout de suite. Vérifie tes emails dans 5 minutes. Je suis sorti de la salle de bain, ma main droite pressant fermement la gaze épaisse sur mes points de suture. L'appartement était complètement sombre, à l'exception des lampadaires qui filtraient à travers les stores bon marché. Je me suis dirigé vers la petite table de cuisine et j'ai allumé mon imprimante laser. La machine s'est mise en marche. Les engrenages en plastique ont grincé bruyamment dans la pièce silencieuse. L'odeur de toner chaud a rempli l'air alors que l'imprimante crachait les lourdes pages du contrat. J'ai étalé les papiers sur le bois nu de la table. Les mots « contrat d'achat immobilier » me fixaient en encre noire et grasse. Ce n'étaient pas des papiers stupides. C'était une arme chargée. J'ai pris un stylo en métal lourd. Je n'ai pas hésité.
Le grattement du stylo à billes contre le papier ressemblait à un couteau de combat raclant une pierre humide. J'ai appuyé fort, signant mon nom légal sur la ligne pointillée. La bombe était officiellement armée. Le compte à rebours était lancé. Il leur restait exactement 30 jours dans leur monde parfait et sans drame. Samedi matin, 8 heures précises. Le vent venant du lac Léman était brutal. Il coupait l'air, apportant un froid humide et mordant qui s'infiltrait profondément dans les articulations. Je suis sorti de mon camion et j'ai claqué la lourde porte en acier. Je portais mon uniforme de cérémonie bleu de l'armée, manches longues, pantalon de laine épais, le col rigide boutonné jusqu'à la gorge, exactement comme on me l'avait ordonné. Sous le tissu épais et rêche, la gaze épaisse collée sur mon flanc droit ressemblait à un bloc de papier de verre industriel me râpant directement les agrafes chirurgicales fraîches. Je suis allé sur la terrasse arrière. La vaste pelouse ressemblait à une page de magazine de country club. L'herbe était manucurée. L'eau était calme. Elena se tenait sur la terrasse en chêne de première qualité, enveloppée dans un châle en cachemire moelleux, tenant une tasse en céramique. Elle n'a pas regardé mon visage. Elle n'a pas demandé comment s'était passé mon trajet. Elle n'a pas demandé si je pouvais respirer sans que les agrafes ne se déchirent. Elle a juste pointé un doigt manucuré vers le rivage. Les tables de traiteur lourdes vont près de l'eau, a commandé Elena, sa voix tranchant le vent. Mais les nappes bien tendues. Les traiteurs seront là dans 1 heure. Dépêche-toi. Je l'ai regardé. Hector était assis dans une chaise de patio rembourrée. Il fixait son café noir. Il a entendu mes lourdes bottes frapper le pont en bois, mais il a gardé les yeux rivés sur le liquide sombre dans sa tasse. Il a refusé de me regarder. Lâcheté complète et absolue. Je me suis retourné et j'ai descendu la pente vers l'herbe. J'ai attrapé la première table pliante lourde, en résine solide et en acier, de 2,5 mètres. J'ai serré la mâchoire, j'ai saisi le cadre en métal froid et je l'ai hissé. Une pointe de foudre blanche, chaude et vive, a traversé mon abdomen. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait enfoncé une barre d'armature chauffée à blanc à travers les côtes. J'ai arrêté de respirer. Une sueur froide a instantanément perlé sur mon front, visqueuse et glaciale dans le vent du lac. J'ai verrouillé mes genoux. Ma vision s'est brouillée sur les bords. Je n'ai pas laissé tomber la table. Je l'ai descendue jusqu'à l'eau, pas après pas, dans une agonie. J'ai gardé ma posture parfaitement droite. On ne montre pas de faiblesse à l'ennemi. Après que toutes les tables aient été installées, j'ai ouvert les boîtes du traiteur. Les nappes étaient lourdes et chères. J'ai sorti une pile de serviettes en tissu pliées pour les mettre sur les assiettes de présentation. Je me suis arrêté. J'ai passé mon pouce calleux sur le coin du tissu. Cousu directement dans le lourd tissu blanc, en fil d'or en relief, se trouvait un monogramme personnalisé. Une journée sans drame. Je l'ai fixé. Ils ont pris le pire jour de ma vie, le jour où je me suis vidé de mon sang dans une tente en toile sale pendant qu'ils buvaient du champagne, et ils l'ont transformé en un joli petit cadeau de fête. Une blague pour leurs amis riches. Ils ont tamponné mon traumatisme sur une serviette pour que les gens s'essuient la bouche avec. Les muscles de ma mâchoire se sont contractés. La laine lourde de mon uniforme est soudainement devenue suffocante. Je n'ai pas déchiré la serviette. J'ai juste aligné les bords, la pliant avec une précision militaire agressive, et je l'ai placée parfaitement au centre de l'assiette. Lex. Chloé est passée à côté de moi sur l'herbe, tenant un mimosa dans une flûte en cristal. Elle portait une robe de chambre en soie blanche, ses cheveux parfaitement coiffés. Elle s'est arrêtée, plissant les yeux vers moi par-dessus ses lunettes de soleil chair. « Tu as l'air incroyablement pâle », a-t-elle dit, le nez plissé de dégoût. Pâle comme un fantôme. Assure-toi de mettre beaucoup de blush avant que les invités n'arrivent cet après-midi. Je ne veux pas que les gens pensent que tu es malade en arrière-plan des photos. Ça gâche l'esthétique. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle s'est simplement retournée et a continué à marcher vers la maison. J'ai attrapé une autre serviette. Soudain, une main s'est refermée durement sur mon coude. La prise était serrée, osseuse, mais incroyablement forte. Elle m'a tiré brusquement vers la gauche, me sortant de la ligne de mire directe de la terrasse, me poussant derrière une rangée massive d'hortensias en fleurs. Je me suis tendu, prête à frapper, mais je me suis arrêté. C'était tante Carmen, la sœur aînée de mon père, une femme de 70 ans aux cheveux gris fer tirés en un chignon serré et au visage taillé dans la roche.
C'était la seule personne de toute la lignée Guzman qui travaillait vraiment pour gagner sa vie. Elle possédait une petite quincaillerie en ville. Elle se fichait de l'esthétique. Carmen m'a regardé. Ses yeux sombres et perçants ont traversé la laine épaisse de mon uniforme. Ils ont traversé le masque stoïque et vide sur mon visage. Elle a regardé la sueur froide qui coulait de ma mâchoire et la façon rigide dont je tenais mon bras droit contre mes côtes. Elle a mis la main dans la poche de son cardigan en laine délavée. Elle en a sorti un petit sac en plastique. À l'intérieur se trouvaient 2 épais analgésiques blancs à concentration maximale. Elle a attrapé ma main et a poussé les pilules directement dans ma paume. Sa main était chaude, calleuse et rugueuse. Sa voix était un râle bas et rauque. Ils ne t'ont rien demandé sur ce qui t'est arrivé là-bas, n'est-ce pas? Je l'ai regardé. Ce n'était pas une question. C'était une confirmation plate et lourde de ce qu'était exactement cette famille. Carmen voyait à travers le silence pathétique d'Hector. Elle voyait à travers la vanité plastique d'Elena. Elle savait exactement pourquoi je transpirais dans une lourde veste de laine boutonnée en plein matin. Elle a vu l'exploitation. Elle a vu le sang. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste mis les 2 pilules dans ma bouche. Je les ai avalées à sec. La craie épaisse a raclé ma gorge sèche, laissant un goût chimique lourd et amer au fond de ma langue. J'ai fait un unique et court signe de tête à Carmen, une reconnaissance silencieuse entre les 2 seules réalistes présentes sur cette propriété. Je me suis retourné vers le rivage. La douleur déchirait toujours mes points de suture, mais la colère froide dans ma poitrine était maintenant absolue. Le piège était tendu. J'ai mis la main dans la poche cargo profonde de mon pantalon d'uniforme. Mes doigts ont effleuré les bords rigides d'une épaisse et lourde enveloppe en papier craft brun. L'acte de propriété, les reçus d'impôts, la preuve légale absolue de qui possédait le terrain sur lequel elle se tenait. Je l'ai sorti et je l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste de cérémonie bleue, la pressant à plat contre mes côtes, juste au-dessus de mon cœur. La balle était chambrée. Dimanche après-midi, heure du cocktail. Le domaine du lac Léman était bondé. L'allée était encombrée de VUS de luxe, de berlines Mercedes et de voitures de sport haut de gamme. Les traiteurs pour lesquels j'avais transporté des tables se promenaient maintenant avec des plateaux en argent, servant des hors-d'œuvre au saumon fumé et du champagne haut de gamme à la clientèle du country club. Je ne portais pas de robe d'été. Je ne portais pas de couleur pastel. Je me tenais adossé dans le coin ombragé de la terrasse en chêne, portant mon uniforme de cérémonie bleu complet de l'armée. Le lourd tissu de laine était suffocant sous le soleil de l'après-midi. Les couleurs vives et nettes de mes rubans de combat et de mes médailles étaient épinglées parfaitement à plat contre ma poitrine. Elles captaient la lumière du soleil, brillant comme des avertissements d'acier. Je tenais un simple verre d'eau glacée. Pas d'alcool. Mélanger de la vodka avec des analgésiques de qualité militaire et une blessure abdominale fraîche est un aller simple pour les urgences. Ma présence était un poids massif et inconfortable dans l'air. Chaque fois qu'un invité riche en costume de lin passait à côté de moi, il baissait les yeux. Il regardait le plancher. Il sentait l'aura lourde et intimidante de l'uniforme. C'était l'exact opposé de l'ambiance esthétique insouciante que voulait Elena. Quand Elena m'a finalement repéré près de la balustrade, son visage s'est crispé, ses lèvres se sont amincies en une ligne dure et colérique. Elle m'a fusillé du regard, ses yeux balayant les boutons en laiton et les rubans de combat avec un dégoût brut et sans filtre. Elle me regardait comme si j'étais un sac poubelle que quelqu'un avait traîné dans son restaurant 5 étoiles. Elle m'a tourné le dos agressivement, attrapant un microphone sur le stand du DJ. Un larcène aigu et strident a traversé le faible bourdonnement de la musique jazz et des conversations qui se chevauchaient. Clinc, clinc, clinc. Elena a tapoté son ongle manucuré contre sa flûte de champagne en cristal. La foule s'est tue. Ils se sont tournés vers le centre de la terrasse où se trouvait une immense bannière imprimée sur mesure. On pouvait y lire « Chloé et Mason, un amour sans drame pour toujours ». Chloé est sortie. Elle portait une robe nuisette en soie incroyablement chère, s'accrochant au bras de son fiancé, Mason. Mason était un parasite de manuel, un type avec une coupe de cheveux parfaite, une fausse Rolex et aucun revenu réel. Il a souri, saluant la foule comme un politicien. Elena a saisi le microphone. Elle a affiché un sourire immense et aveuglément faux à la foule. « Merci à tous d'être ici », a annoncé Elena. Sa voix dégoulinait d'une douceur artificielle, résonnant dans les lourds haut-parleurs extérieurs. Aujourd'hui, c'est l'amour qui est à l'honneur.
Il s'agit de célébrer la paix et la joie pure que Chloé apporte dans nos vies chaque jour. Je l'ai observée depuis l'ombre. J'ai pris une lente gorgée de mon eau glacée. Les yeux d'Elena se sont brièvement tournés vers mon coin. Le faux sourire a glissé une fraction de seconde. Elle a serré le microphone plus fort. Vous savez, nous vivons dans un monde fou, a poursuivi Elena, sa voix montant, épaisse d'une émotion forcée. Dans une famille, il y a parfois des membres qui apportent un nuage noir dans la maison. Certaines personnes portent simplement la morosité des armes, des déploiements et des drames constants et épuisants. La foule s'est déplacée, mal à l'aise. Quelques têtes se sont tournées dans ma direction, leurs yeux se posant sur mon uniforme. Hector, debout juste derrière sa femme, a immédiatement baissé le regard. Il a fixé un trou dans le bout de ses mocassins en cuir coûteux. Lâche. Elena s'en fichait. Elle se nourrissait de l'attention. Elle a levé son verre plus haut. Mais pas notre Chloé, a-t-elle rayonné en posant une main sur son cœur. Chloé est notre ange. Elle est la lumière. C'est elle qui apporte la vraie paix à cette famille. Et à cause de cela, Hector et moi voulions lui offrir un cadeau de mariage qui reflète exactement cette même paix. Elle a fait une pause pour un effet dramatique. Elle a regardé Chloé, puis la foule riche. Aujourd'hui, nous annonçons officiellement que ce domaine, notre magnifique maison familiale du lac Léman, sera cédé à Chloé et Mason comme cadeau de mariage. La foule a eu un hoquet de surprise. Nous voulons que cette propriété soit leur maison pour toujours. Un endroit où il n'y a absolument aucune obscurité, aucun lourd fardeau, et à jamais aucun drame. J'ai arrêté de respirer. L'eau froide dans mon verre est soudainement devenue lourde. Il la donnait. Debout sur la terrasse même que j'avais achetée avec l'argent du sang que j'avais gagné en esquivant les tirs de mortier dans le désert. Il donnait publiquement mon bien. Il dépouillait mon sacrifice, l'emballait dans un joli petit ruban, et le remettait à une parasite qui se plaignait du coût du linge de table. Une salve d'applaudissements tonitruante a éclaté sur la terrasse. Chloé a poussé un cri aigu, jetant ses bras autour du cou de Mason. Mason a levé le poing en l'air. La foule a acclamé, levant leur verre, portant un toast à l'incroyable générosité de la famille Guzman. Ils célébraient un vol public, arrogant et honté. J'ai posé mon verre d'eau glacée sur la balustrade. La chaleur lourde et étouffante de l'après-midi a soudainement disparu. L'air sur cette terrasse est devenu glacial. Le bruit chaotique de la foule en liesse s'est estompé, remplacé par le rythme régulier et sourd de mon propre cœur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon verre. J'ai mis la main dans la poche intérieure de ma veste de cérémonie bleue. Mes doigts calleux se sont refermés sur les bords épais et rigides de la lourde enveloppe en papier craft brun. Le papier était chaud d'avoir reposé contre ma poitrine. Si vous avez déjà eu un membre de votre famille toxique qui a essayé de s'attribuer le mérite de votre travail acharné ou de voler quelque chose que vous avez construit de vos propres mains, cliquez sur le bouton j'aime maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous avec le mot justice pour que je sache que je ne suis pas seul dans ce cas. J'ai sorti l'enveloppe. RH. La sécurité était enlevée. Les flûtes de cristal se sont dirigées vers le centre de la foule. Le tintement aigu du verre a retenti sur le patio. Les gens souriaient. Ils étaient prêts à boire au couple heureux. Je me suis éloigné du mur ombragé. Mes lourdes bottes de combat en cuir noir ont heurté la terrasse en chaîne coûteuse. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. Le son était plat, dur. Il a traversé la faible musique de jazz qui jouait sur les haut-parleurs extérieurs. J'ai marché d'un pas raide et délibéré. La laine épaisse de mon uniforme de cérémonie bleue a avalé la lumière du soleil. Les rubans de combat épinglés sur ma poitrine brillaient comme des avertissements d'acier. La foule s'est écartée. Des hommes riches en costumes de lin et des femmes en robe de soie ont physiquement reculé, me faisant un chemin large et clair. Les sourires ont disparu. Les murmures joyeux sont morts dans leur gorge. Je me suis arrêté à 3 mètres du microphone. Le bras d'Elena s'est figé en l'air. Son verre de champagne était à mi-chemin de sa bouche. Ses yeux se sont écarquillés, la panique brillant derrière son maquillage coûteux. Elle savait que je n'étais pas censé bouger de ce coin. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas attrapé le micro du stand. J'ai simplement projeté ma voix depuis ma poitrine. C'était le même ton plat et autoritaire que l'on utilise pour maîtriser une escouade chaotique sous un feu nourri. Avant que vous ne buviez tous à la famille Guzman qui donne ce domaine,
j'ai quelques petites choses à éclaircir. Le silence a été immédiat. Il était épais et suffocant. On pouvait entendre l'eau clapoter contre les bateaux amarrés au lac. On pouvait entendre la glace fondre dans les verres. J'ai déboutonné la poche de ma poitrine. J'ai sorti la lourde enveloppe en papier craft brun. Je ne l'ai pas remise à Elena. Je l'ai jetée sur la table basse en verre entre les fauteuils. Elle a atterri avec un bruit sourd et lourd. J'ai gardé les yeux rivés sur ma mère. Il y a 6 ans, Hector a accumulé des dettes massives en se cachant du fisc. Il a fraudé les impôts. Il a ruiné son crédit. La banque a envoyé un shérif du comté dans cette allée même pour saisir cette propriété. Vous étiez à 2 jours d'être mis à la rue. Je l'ai regardé, ainsi que les invités. Leurs mâchoires étaient serrées. Plusieurs personnes ont échangé des regards de côté, mal à l'aise. Alors, j'ai vidé mes économies, dis-je, ma voix résonnant sur la terrasse silencieuse. 50 000 € de primes de risque au combat. De l'argent que j'ai gagné en marchant en tête en territoire hostile. De l'argent que j'ai gagné en retirant des mines du sol et en soignant des gamins de 19 ans ensanglantés dans le désert. J'ai remboursé la dette pour sauver cette famille d'une faillite totale. Hector regardait le sol. Son visage avait la couleur du béton humide. Il avait l'air malade, comme s'il allait vomir sur ses mocassins en cuir coûteux. J'ai pointé l'enveloppe brune sur la table en verre. C'est l'acte de propriété légale absolue, ainsi que 6 ans de reçu d'impôts fonciers et de paiement d'assurance premium. J'ai payé pour le toit. J'ai payé pour le bois sur lequel vous vous tenez. Chaque bout de papier dans cette pile porte un nom. Alexis Guzman. Pas Hector, pas Elena. Le mien. Chloé a fait un pas en arrière. Son fiancé, Mason, a lentement baissé son verre. Il a tourné la tête, fixant Chloé d'un air vide et confus. C'était un profiteur à la recherche d'un ticket gratuit, et il venait de réaliser que le train n'avait pas de moteur. J'ai ramené mon attention sur ma mère. La colère dans ma poitrine était au zéro absolu, froide, morte. La semaine dernière, j'ai reçu un éclat de mortier dans les côtes. J'ai gardé ma voix parfaitement égale. Je me vidais de mon sang sur un lit en toile. Le commandant de mon unité a appelé la ligne d'urgence familiale pour dire que j'étais chargé sur un hélicoptère d'évacuation médicale. Elle vous a dit que je pourrais ne pas m'en sortir. J'ai fait un pas de plus vers Elena. Et cette femme, cette mère aimante, a dit au médecin de l'armée d'arrêter de gâcher l'ambiance de la fête, et elle a raccroché. Un hoquet collectif a parcouru la foule. Une femme au premier rang a même couvert sa bouche de sa main. Le visage d'Elena est devenu blanc comme un linge. L'épaisse couche de fond de teint sur sa peau ressemblait à un masque sec et craquelé. Elle a ouvert la bouche pour parler, pour inventer un mensonge, pour jouer la victime, mais sa gorge a juste fait un clic. Aucun son n'est sorti. Son armure sociale était complètement brisée. J'ai déplacé mon regard vers Chloé. Elle tremblait physiquement, s'agrippant si fort au bras de Mason que ses jointures étaient blanches. Mason a retiré son bras. Et pendant qu'un chirurgien militaire m'ouvrait pour retirer de l'acier déchiqueté de mon estomac, dis-je en fixant ma sœur droit dans les yeux, Chloé a posté une photo de son champagne sur cette terrasse même, célébrant une journée paisible et sans drame, sans moi. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot. La foule du country club regardait la famille Guzman comme s'ils étaient couverts de déchets toxiques. L'esthétique polie et élégante était morte. Ils étaient complètement exposés pour ce qu'ils étaient, des parasites. J'ai redressé les épaules. J'ai ignoré la douleur brûlante et déchirante qui émanait de mes agrafes chirurgicales. J'ai regardé directement les trois. Alors, j'ai pris une décision. J'ai laissé les mots flotter dans l'air une seconde. Vous ne pouvez pas offrir une maison que vous ne possédez pas. Ce domaine n'est pas à vous de le donner. La main d'Elena a commencé à trembler. Le champagne a débordé du bord de sa flûte en cristal, goûtant sur le bois. Je l'ai vendu, ai-je déclaré. Les mots les ont frappés comme un coup physique. Hier, continuai-je, ma voix impitoyable et exacte. C'était une offre en espèces. Sans condition suspensive. La compte est déjà sur mon compte séquestre. Les nouveaux propriétaires emménagent le mois prochain. Je me suis penché d'un pouce. J'ai regardé Elena droit dans les yeux, portant le coup de grâce final. Vous avez exactement 30 jours pour faire vos valises et foutre le camp de ma propriété.
Le silence n'a pas duré. Il s'est complètement brisé. Elena a perdu la tête. Le masque poli de la haute société a fondu de son visage, révélant le parasite laid et désespéré en dessous. « Espèce de garce ingrate » a-t-elle hurlé. Sa voix s'est brisée, résonnant durement sur l'eau du lac. L'épaisse couche de fond de teint coûteux sur son visage s'est plissée alors que son expression se tordait en une rage pure et sans filtre. « Tu es une honte pour cette famille. Comment oses-tu vendre ma maison? Ma maison? » Même maintenant, face à un pistolet légal chargé, elle s'accrochait à l'illusion. Derrière elle, les jambes de Chloé ont fléchi. Elle est tombée sur l'herbe manucurée. La soie blanche de sa robe de créateur s'est imbibée de la terre et de l'humidité de la pelouse. Elle a commencé à sangloter. Ce n'étaient pas des pleurs silencieux et élégants. C'étaient des gémissements laids, bruyants, la bouche grande ouverte. Elle a levé la main, cherchant aveuglément son fiancé. « Mason, fais quelque chose. Dis-lui quelque chose » a supplié Chloé, sa voix épaisse de panique. Mason ne s'est pas avancé pour la défendre. Il a regardé la lourde enveloppe brune sur la table en verre, puis Chloé, pleurant dans la poussière. Il a fait un pas très délibéré en arrière, retirant son bras de sa portée, son visage crispé de dégoût. C'était un type qui cherchait un ticket gratuit. Il voulait le domaine au bord du lac et l'adhésion au country club. Il venait de réaliser qu'il avait attelé son wagon à un tas de dettes et à une famille de fraudeurs. Mason lui a tourné le dos, a mis les mains dans ses poches et s'est éloigné d'elle. Hector a finalement bougé. Ses mains tremblaient violemment alors qu'il tendait la main et ramassait l'épaisse pile de papier sur la table en verre. Il a feuilleté les registres du comté. Ses yeux ont scanné l'encre noire et grasse. Il a vu le tampon officiel du notaire. Il a vu les reçus d'impôts fonciers. Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti. Le sang a quitté son visage, le laissant avec l'air d'un cadavre. Il savait que c'était fini. Crash. Un lourd verre à vin en cristal s'est écrasé sur le plancher en chêne. Il s'est brisé en 100 morceaux déchiquetés, projetant du vin rouge foncé sur les chaussures beige coûteuses d'Elena. Le liquide rouge s'est infiltré dans le bois, ressemblant exactement à du sang frais. Tout le monde a tressailli. Pas moi. Tante Carmen est sortie de la foule. Son visage était de pierre. Elle a marché droit vers Elena, ses bottes crissant sur le verre brisé. Elle n'a pas crié. Elle a parlé avec une voix basse et dangereuse qui a porté sur tout le patio. Tu t'es nourri de son argent du sang pendant 6 ans, a grondé Carmen, pointant un doigt usé et calleux droit sur la poitrine d'Elena. Tu as dépensé sa solde de combat pour tes dîners chics et ton vin de qualité. Et quand l'armée a appelé pour te dire qu'elle était en train de mourir, tu l'as renvoyée à la grande faucheuse pour pouvoir boire du champagne sur sa terrasse. Elena a reculé, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson qui suffoque. Elle a regardé autour d'elle, cherchant désespérément quelqu'un pour la défendre. Tu ne mérites pas le titre de mère, a déclaré Carmen, sa voix résonnant comme un juge lisant un verdict de culpabilité. Tu es une sangsue. La foule du country club a assisté à toute l'exécution. C'étaient des gens qui survivaient grâce à la réputation, au statut. Ils toléraient beaucoup de choses à huis clos, mais ils ne toléraient pas l'humiliation publique. Et ils ne toléraient certainement pas d'être trompés pour célébrer une escroquerie. Les murmures ont commencé, des murmures vifs et mordants. Les yeux qui avaient regardé Elena avec envie il y a à peine 10 minutes la fixaient maintenant avec un mépris absolu. Un homme plus âgé en costume de marine sur mesure s'est approché de la table du traiteur. Il a posé tranquillement sa flûte de champagne à moitié vide. Il n'a pas dit au revoir à Hector. Il n'a pas regardé Elena. Il a simplement tourné le dos et a descendu l'allée vers sa Mercedes. Sa femme a suivi, puis un autre couple, puis 3 de plus. L'exode massif a commencé. Le crissement net des pneus sur le gravier a rempli l'air alors que les voitures de luxe démarraient et s'éloignaient. Pas d'accolade, pas de poignée de main, pas d'excuses polies. L'élégante fête de fiançailles s'est transformée en une décharge morale en moins de 5 minutes. Il traitait la famille Guzman comme une maladie très contagieuse. L'ostracisme social dans sa forme la plus pure et la plus brutale. Hector a laissé tomber les papiers sur la table. Il a regardé son jardin qui se vidait rapidement. Il a regardé sa plus jeune fille en larmes assise dans la poussière, sa femme en hyperventilation et ses amis en fuite. Puis il m'a regardé. Il a fait un pas lent en avant. Il a levé une main tremblante,
tendant la main comme s'il allait toucher la lourde manche en laine de ma veste de cérémonie bleue. « Alexis, appelez des Hector. » Sa voix était un croassement faible et pathétique. « S'il te plaît, tu es en colère. Je comprends, mais tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ta famille. » J'ai fait un demi-pas en arrière. J'ai créé une distance physique. J'ai gardé ma posture parfaitement droite, ignorant la douleur vive et déchirante des agrafes chirurgicales dans mon flanc. Mon regard l'a transpercé comme une lame de rasoir. « Je l'ai déjà fait, dis-je. On peut arranger ça, a-t-il supplié, des larmes montant à ses yeux de lâche. Il essayait d'utiliser le même chantage affectif qu'il avait utilisé pendant 30 ans. On peut parler. Tu dois nous pardonner. J'ai regardé l'homme qui m'avait envoyé un email de 8 mots pendant que je me vidais de mon sang dans un hélicoptère. Le pardon est pour ma propre tranquillité d'esprit, Hector, dis-je platement. Je ne l'ai pas appelé papa. Mais le pardon ne signifie pas que je te donne la permission de continuer à me saigner à blanc. C'est fini entre nous. Sa main est tombée le long de son corps. Je leur ai tourné le dos. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas souri. J'ai simplement marché. Mes lourdes bottes de combat ont frappé le bois, puis ont crissé sur l'allée de gravier. J'ai dépassé les tentes de traiteurs, les serviettes monogrammées en or et les quelques voitures de luxe restantes qui tentaient de fuir la propriété. J'ai atteint mon lourd camion fort usé. J'ai attrapé la poignée de porte en métal froid et je l'ai ouverte. Je suis monté dans la cabine. J'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti mes clés et je les ai enfoncées dans le contact. J'ai attrapé la lourde porte en acier et je l'ai claquée. Exactement 30 jours plus tard, le compte séquestre a été soldé. Le virement bancaire massif a atteint mon compte avec une notification numérique silencieuse. Le transfert légal était absolu. Les Henderson ont pris possession du domaine du lac Léman. J'ai conduit mon camion devant la propriété une dernière fois en sortant du comté. Les lourds portails en fer étaient grands ouverts. Monsieur Henderson se tenait sur une échelle en aluminium sur le porche avant. Il boulonnait un lourd support en fonte profondément dans le bois. Un grand drapeau américain claquait bruyamment dans le vent froid venant de l'eau. Il l'a accroché juste à côté de la porte d'entrée. Un signe de tête physique et silencieux de respect à une vétéran. Elena, Hector et Chloé étaient partis, expulsés par les nouveaux propriétaires. La foule du country club les a complètement snobés. On ne survit pas dans ce code postal quand votre argent est un mensonge et que votre réputation est un déchet. Ils ont été contraints de louer un appartement exigu de 2 chambres dans un complexe bon marché, juste à côté de l'autoroute. Chaque fois qu'un semi-remorque rétrogradait sur l'autoroute, leurs fines fenêtres tremblaient. Chloé n'a pas eu son mariage élégant et esthétique. Mason a fait ses valises et est parti le soir même où j'ai posé l'acte de propriété sur la table en verre. Il chassait son fonds en fiducie, pas une famille en faillite avec un ego massif. Aux dernières nouvelles, Chloé se battait avec la boutique, essayant de retourner sa robe en soie sur mesure pour récupérer la compte. Je suis une soldate. Je ne suis pas une voleuse. J'ai sorti les anciens dossiers financiers d'Hector d'il y a 10 ans. Je me suis assise à ma petite table de cuisine, fixant l'écran lumineux de mon ordinateur portable. J'ai calculé le montant exact du maigre acompte qu'il avait initialement versé sur cette maison avant de ruiner son crédit et de se cacher du fisc. J'ai tapé ce montant exact dans la case de transfert. J'ai acheminé les fonds directement sur son compte chèque. J'ai cliqué sur « Confirmer ». Je ne lui devais pas un seul centime. Je ne leur devais pas une seule once de gratitude. Le grand livre était à jour. J'avais acheté ma propre liberté. J'ai ouvert les paramètres de mon téléphone. J'ai tapé sur le contact d'Hector. Bloqué. J'ai tapé sur Chloé. Bloqué. J'ai tapé sur Elena. Bloqué. Le mur numérique s'est refermé. Tout appel frénétique, toute excuse désespérée ou tout message vocal toxique et hurlant d'Elena allait directement dans un trou noir. Le silence. Un silence pur, lourd, magnifique. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir et je suis parti. Fin novembre, jour de Thanksgiving. L'air extérieur était glacial, mordant durement la peau exposée. J'ai garé mon camion fort usé devant la petite maison de plein pied de tante Carmen. La peinture s'écaillait sur les rampes du porche avant et les gouttières étaient vieilles, mais les fondations de cette maison étaient solides comme le roc. J'ai attrapé un pack de 6 bières brunes sur le siège passager et je suis entré.
La chaleur intense du four m'a frappé au visage dès que j'ai ouvert la porte. L'odeur lourde et riche de dinde rôtie, de beurre fondu et de farce à la sauge remplissait la petite cuisine exiguë. Un match de football joué sur une télévision à écran plat bon marchait dans le salon. Je me suis assise à la table de salle à manger en bois rayé. La sergente-chef Sarah Jenkins était assise en face de moi. Elle était venue de Fort Liberty juste pour le long week-end. Elle a décapsulé une bouteille de bière et l'a fait glisser sur la table. Le verre sombre était froid et perlant contre ma paume. J'ai pris une longue gorgée. J'ai passé mon pouce sur mon abdomen, traçant la ligne sous ma chemise en coton. Les points de suture rouges et irrités avaient disparu. La peau était lisse. La cicatrice brutale s'était transformée en une ligne blanche, épaisse et plate sur mon flanc. Elle ne tirait plus et ne brûlait plus. La gangrène avait été enlevée. Le corps avait survécu. Tante Carmen est venue du poêle et a posé une lourde assiette en céramique fumante devant moi. Elle ne m'a pas demandé de porter de lourdes tables de traiteur. Elle ne m'a pas dit de cacher mes cicatrices pour que ses invités ne se sentent pas mal à l'aise. Elle m'a regardé, a regardé Sarah, et nous a versé à toutes les deux un verre d'eau glacée. Dans cette maison, je n'étais pas un inconvénient. Je n'étais pas un drame de guerre hideux qui ruinait une fausse esthétique. J'étais un être humain qui avait reçu un éclat de métal déchiqueté pour son pays, assise avec des gens qui se souciaient vraiment de savoir si je vivais ou si je mourais. J'ai pris une bouchée de la nourriture. Elle avait le goût de la survie absolue. On apprend une dure leçon quand on sort à peine vivant d'une zone de combat. L'endurance ne consiste pas à laisser les gens vous saigner à blanc juste parce que vous portez le même nom de famille. La vraie force est de savoir exactement quand prendre le couteau et couper le poids mort. Le pardon est un outil que vous utilisez pour vous permettre de dormir la nuit. Mais l'accès à votre vie, l'accès à votre temps, à votre argent et à votre énergie, c'est un privilège très restreint. Vous le révoquez à la seconde où il menace votre survie. Si vous avez déjà eu à regarder un membre de votre famille toxique dans les yeux et à couper les ponts pour sauver votre propre vie, je veux que vous cliquiez sur le bouton j'aime maintenant. Descendez et laissez un commentaire avec le mot fait. Faites-moi savoir que vous vous en êtes sorti, et assurez-vous de vous abonner pour que nous puissions continuer à construire cette communauté. J'ai fini ma bière. J'ai posé le verre vide sur le bois rayé avec un claquement dur et solide. J'ai regardé à travers la table les gens qui me soutenaient vraiment, je me suis adossé à ma chaise et j'ai pris une profonde et silencieuse respiration. La guerre était